Donc d'abord, bonjour à tous et merci pour cette invitation au Segamed. Donc je vais vous présenter un travail qu'on réalise avec deux étudiants de l'IFMK de Nice. Donc je me présente, je m'appelle Poirot Mathias, je suis actuellement en première année à l'IFMK niçois. Et nous on travaille sur un serious game qu'on a nommé le Kinérium pour justement faciliter l'apprentissage des gestes métiers en massokinésithérapie. Donc tout d'abord, une petite définition de ce qu'est un kiné. Donc concrètement, il s'agit quand même d'une profession qui est très axée sur la pratique. Il s'agit de beaucoup de mobilisation, de mouvements sur les patients afin d'avoir un but thérapeutique et que le patient récupère ou de limiter les pathologies auxquelles ils sont confrontés. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour devenir kiné, il faut passer par une formation. Durant cette formation, on va apprendre les gestes métiers, mais également la théorie de base. Et cet apprentissage, il est long. Il faut comprendre et connaître la palpation, les mobilisations, l'évaluation musculaire, mais aussi savoir que tout ce qu'on voit, en règle générale, on le voit une fois en cours, lors de cours magistraux ou en TD, et par la suite, c'est à nous, en tant qu'étudiants, d'entretenir ces mouvements, de les répéter, de les développer, et on fait ça en autonomie. Donc, ça nécessite quand même globalement le maintien de la motivation. Et ce qu'il faut aussi, c'est des rappels réguliers, puisque au final, il y a quand même des enjeux importants, puisqu'à la clé, il y a quand même un diplôme d'État afin de pouvoir exercer en tant que master kinésithérapeute. Donc, nous, on a pensé justement à l'utilisation du serious game pour aider à ces aspects-là. Donc, tout d'abord, l'initiation du projet. On va commencer par une étude préliminaire via un questionnaire auprès des étudiants de l'IFMK niçois, ainsi que l'ensemble des étudiants des différents IFMK de France, conjointement aussi avec l'Université de Laval au Canada et l'Université de Los Angeles aux États-Unis. Donc on va chercher dans un premier temps auprès des étudiants, faire émerger les difficultés relatives à l'apprentissage de la palpation au dire justement de ces étudiants. Savoir par exemple que bien souvent il y a des aspects non ludiques, que c'est laborieux, des problèmes de motivation, d'implication, la répétitivité, mais également des stress, la timidité, puisque on passe quand même beaucoup de temps peu vêtu. Donc à l'issue de ce questionnaire, essayer de voir de quelle manière on pourra améliorer l'apprentissage de la palpation au sein de ces formations. Donc nous par rapport à ça, on espère récolter des informations. On a déjà une petite idée puisqu'on a commencé à envoyer ces questionnaires auprès de différents instituts. Et ce qu'on proposerait justement, ça serait un format jeu de plateau et non quelque chose de virtuel qui permettrait d'avoir une facilité d'utilisation puisqu'au final, il nous faudrait juste un jeu de plateau, une salle vide et une table de palpation pour que les étudiants puissent s'entraîner. Étant donné que le jeu, par définition, le but, c'est quand même quelque chose de ludique. Donc ça permettrait aussi de diminuer la honte de l'erreur et augmenter la participation des étudiants. Et au final aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu en groupe, qu'est-ce que ça va favoriser ? Le côté challenge, la compétition, la motivation et l'implication qui sont quand même des caractéristiques qui sont extrêmement intéressantes pour permettre aux étudiants d'apprendre, que ce soit les cours théoriques et les cours pratiques. Et ça permet également de mobiliser justement ces processus théoriques, mais également ces processus pratiques. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est quelque chose qui se fait entre étudiants. Donc il y a une régulation qui se fait, mais mutuelle, c'est-à-dire que c'est pas un professeur qui va venir et dire « Ah, ce que tu fais c'est mal » ou « Ce que tu fais c'est bien ». Non, c'est entre étudiants. Donc il y a l'apprenant qui va évoluer, mais il y a celui qui va le corriger, l'autre étudiant qui va le corriger, qui va apprendre également. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Donc, nous justement, le jeu qu'on propose, on l'a nommé le Kinérium. Donc le but de ce jeu, c'est de faire le tour du plateau avec un pion et d'être la première équipe à réussir la dernière épreuve. Donc c'est un peu le même format qu'un jeu de loi par exemple. Les équipes font tourner une petite roue fléchée qui va indiquer la couleur de la case sur laquelle l'équipe va poser le pion. Donc il y a quand même une notion de hasard sur ce jeu. Chaque couleur de case du plateau sont en adéquation en fait avec celle qui va être indiquée par la roue et elles vont nous donner la thématique, le thème de la question qui va être posée. Donc à chaque tour, à l'aide d'un sablier, puisque c'est sur un temps limité, l'équipe
doit répondre correctement à la question durant un laps de temps limité, donc qui peut être inférieur à 1 minute, pour pouvoir avancer sur le plateau. Donc ce jeu, il va être composé de 4 boîtiers de couleurs différentes, chacune correspondant à une thématique. Et il y a également plusieurs niveaux de difficulté, selon le cycle de l'étudiant, afin qu'il soit adapté à tous, puisque en kiné, les études sont sur 4 ans, avec 2 cycles, un cycle en première et deuxième année, un deuxième cycle en troisième et quatrième année. Donc voici, bon, pour l'instant c'est un exemple, mais le type de jeu, le type de plateau qu'on aurait, avec en haut à droite la case départ et la succession de cases qui s'enchaînent en spirale pour arriver à une case centrale, la case finale. Donc au niveau des boîtiers, des thématiques qu'on a, donc on est parti sur 4 thématiques, 4 couleurs. Donc tout d'abord le boîtier bleu qui correspondrait à la visualisation 3D, qui abriterait en fait toutes les problématiques autour de la notion de palpation et de repérage palpatoire. Donc voici un exemple. Par exemple ici, typiquement dessiné sur une personne de votre équipe, le muscle dentelé antérieur. Donc il y aurait un recto et un verso. Sur le recto la question, sur le verso la correction, avec des informations complémentaires d'un point de vue d'anatomie. Là par exemple, typiquement on a le boîtier vert, où ça serait des gestes à réaliser, donc faire deviner, ça c'est important, sans parler, au groupe dans lequel on se trouve, l'action des muscles lors d'un mouvement, de manœuvre de massage, de mobilisation, mais également d'étirement ou de renforcement musculaire. Donc là, par exemple, faire deviner à son équipe, grâce à la palpation, le muscle grand rhomboïde. On aurait également les boîtiers rouges qui concernent uniquement les connaissances théoriques, dans lesquels on permettrait de revoir tout ce qui est anatomie, mais également biomécanique, qui sont des composantes très importantes de nos formations, avec par exemple des vrais faux, trouver l'intrus parmi ses muscles, le court adducteur, le pectiné, le sartorius, le gracile, avec les corrections toujours qui vont avec derrière au verso de la carte. Et enfin, les boîtiers jaunes qui concernent plutôt la pathologie, dans lequel il faudrait questionner en fait sur des traitements massokinésithérapie tels que par exemple des questions concernant les prothèses de hanche ou des manœuvres à réaliser en fonction de certains cas pathologiques. Donc en ce qui concerne les phases tests de ce Serious Game, donc dans un premier temps nous comptons d'abord le tester sur un groupe d'étudiants restreints au sein de notre IFMK, donc qui comprend des K1, des K2, des K3. À l'aide d'une interview, réaliser un premier retour, regarder où se situent les difficultés, les intérêts, les corrections, les nouvelles idées, donc ça nous permettrait d'améliorer dans un premier temps ce jeu. Ensuite, dans un deuxième temps, tester le jeu sur un groupe plus large, auprès d'autres IFMK en France, avec par exemple un retour par interview téléphonique, toujours dans le côté intérêt, difficulté, correction, nouvelles idées, afin de procéder à des ajustements qui ne seraient pas uniquement propres à notre école. Et enfin, dans un troisième temps, tester le jeu sur des IFMK, voire même à l'international, puisqu'on serait également en partenariat avec des universités au Canada et aux États-Unis, avec un groupe témoin et un groupe test. Et justement se servir de ce jeu pour regarder lors des évaluations si on peut comparer en fait les notes obtenues entre des étudiants qui ont testé ce jeu par rapport à ceux qui ne l'ont pas testé, et voir si on obtient des différences significatives, et voir si justement utiliser ce type de Serious Game pourrait aider à l'acquisition de connaissances, que ce soit de gestes théoriques ou pratiques. Donc ça permettrait vraiment d'aider au perfectionnement. Et enfin, ça pourrait nous aider à peut-être aider à modifier un peu la pédagogie, ou du moins l'inclure dans la pédagogie, proposer des collaboratifs, de la co-création. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Question. On peut pas le faire. Oui, et le jeu est en cours de création. Voilà. C'est tout récent, hein. Ça fait depuis le mois de novembre qu'on s'y est mis. On a réfléchi entre nous et puis on s'est dit que, et ils vont le faire. De par les problématiques qu'on rencontre au sein de l'école, ou voire même avec les autres étudiants, ça serait intéressant de trouver quelque chose qui nous permettrait de nous entraîner le plus possible, tout en gardant le côté ludique. Donc, on est parti sur un jeu qui serait facile d'accès, sans nécessiter de gros moyens. Pas besoin d'avoir forcément un support vidéo. Et c'est vrai qu'au final, les jeux de société, qu'on soit jeune ou vieux, je veux dire, c'est quelque chose qui se démode pas au final. On peut toujours trouver de l'intérêt et un aspect ludique dedans. Ce qui est intéressant, ce sont que les étudiants, en fait, nous aident aussi. Alors peut-être qu'on est craintifs, c'est nous qui sommes craintifs avec le temps.
et que j'oserais dire qu'ils sont là pour peut-être nous faire réapproprier un processus d'apprentissage qu'on a perdu, parce qu'on est dans un processus pédagogique. Question, Geoffrey. Mister Escape Room du Master I2S1. Merci. Ouais, juste une question. Tu as évoqué le jeu de plateau. On a bien vu les cartes et tout, et pas de souci. Tu as évoqué aussi la table de palpation, c'est ça? Oui, bien sûr. On n'a pas vu dans l'exemple si ça pouvait être utile vis-à-vis des cartes et si c'était utile cette table. Juste un exemple, par exemple. En fait, typiquement, nous, les tables de palpation, on s'en sert. C'est des tables qui sont renforcées, qui permettent de faire des mobilisations dessus, qui supportent tous les types de poids, puisqu'il y a tous les types de morphologie au final. C'est quand même beaucoup plus confortable qu'une table en bois, puisqu'elles sont matelassées. Et en fait, en l'occurrence, là, par exemple, ça serait, on pourrait avoir des cartes avec des thématiques du type pratiquer tel type de mobilisation sur la hanche ou sur l'épaule, pour lesquels on aurait besoin, par exemple, d'avoir la personne qui se fait mobiliser justement allongée sur la table. Mais du coup, dans tes cartes théoriques, ton juge, c'est le verso de ta carte qui te dit si tu ajustes ou pas. Donc, là, dans le cas pratique, qui te dirait si tu ajustes ou pas et il te permettrait de jouer ou d'avancer sur ton plateau? Bien sûr. Donc on a le verso qui sert de fil conducteur, qui permettrait la correction, mais également les autres étudiants, puisqu'au final, on s'autorégule entre nous. Donc à partir du moment où une personne présente un correctif qui est adapté, ou du moins qui est décrit, que ce soit dans la littérature, les livres, je veux dire, il n'y a pas de problème après. Et c'est là où peut-être le côté numérique, le plateau de jeu, moi aussi je suis pour, mais c'est peut-être là où le côté numérique pourra apporter la réponse via une vidéo du geste montrant la bonne façon de faire. Ah bien sûr, c'est là où le numérique... Je suis tout à fait d'accord, c'est vrai qu'avec le numérique propose beaucoup plus de possibilités que le format plateau. Mais nous justement on s'était dit que ce serait quand même plus rigolo au final de partir sur un jeu de cartes. Ouais. Jeu de cartes avec lequel au final on pourrait même travailler chez soi, parce que nous on le voit en période de révision, on a besoin de revoir à peu près toutes les thématiques, tous les champs. Et on a tendance souvent aussi à travailler avec les autres promos, les autres années, ceux qui ont plus d'expérience. Et on s'était dit que ce serait plus rigolo de travailler sur quelque chose qui part un peu à contre-poil, contre-sens, puisque c'est plus sympa. Et puis aussi, surtout, il y a le coût. C'est vrai qu'à partir du moment où on développe un programme, ça demande. Nous, ça dépasse largement notre domaine de compétences. À partir du moment où il faut développer un programme, alors que là, des cartes, on serait sous régulation de nos professeurs, de nos professionnels. Donc, D'accord. Merci. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres... Ah, mais là, oui. Je voulais juste te dire ça comme ça. Ce qui serait intéressant dans ce cas-là, c'est de faire un système un peu hybride, tout simplement avec des QR codes. Et pour ceux qui le souhaitent, ça ne nécessite pas un programme ou quoi que ce soit, ça n'a quasiment aucun coût. via les smartphones, après, scanner. On scanne et là, on a la vidéo. Comme ça, ceux qui le souhaitent, ils peuvent dépasser le jeu de plateau pour aller sur le numérique, mais en même temps, c'est pas une condition sine qua non le jeu en lui-même. Alors c'est une super suggestion, je dois dire qu'on n'y avait pas pensé, mais c'est vrai que ça permet de couper un peu la poire en deux et c'est pas mal du tout. Non, c'est vrai, tout à fait, tout à fait. Non, tout à fait, tout à fait. Pour l'instant, c'est vrai qu'on est c'est vrai que pour l'instant, on est vraiment au stade de prototype. Alors, on a commencé il n'y a pas longtemps, on a eu les phases de partiel, donc on a peu le temps encore d'avoir suffisamment de recul. Mais c'est vrai que on va essayer d'inclure le maximum d'idées afin de sortir quelque chose qui puisse tenir la route et qui soit le plus pédagogique possible, tout en gardant vraiment l'aspect ludique. Donc ça, c'est quelque chose qui nous motive. J'aimerais faire une remarque par rapport au débat qui est en train de se mener sur la portabilité de ce jeu en numérique. Parce que là, on se rend bien compte en fait que certaines personnes dont vous faites partie, et moi je pense que vous avez faites personne à tort dans l'affaire, vous avez eu raison de vouloir le développer en jeu de société, parce qu'on n'a pas besoin de mettre du numérique dans la pratique que vous voulez en faire, et elle est tout à fait pertinente. Simplement, de l'autre côté, on a des gens qui se disent oui, mais
quelque part, s'il était dématérialisé, il sera accessible à davantage de personnes. Et en fait, c'est ça le débat. C'est pas qu'il est amplifié par le numérique. Le numérique sert à rien dans cette affaire-là. Et il est très bien en jeu de société, ce jeu. Simplement, si on le dématérialise, avec des flashcodes ou avec tout ce qu'on veut, c'est vrai que d'autres personnes pourraient y accéder sans moyens financiers. Donc, au final, ça nous évite d'acheter le jeu. Donc, si vous devez le diffuser d'une manière plutôt libre, ou même payante mais pas chère, etc., avec un accès numérique, c'est vrai que les personnes qui sont plutôt branchés pour l'avoir sur leur smartphone ou autre, ou pour pouvoir finalement réviser dans le bus, ça donne d'autres modalités d'accès à ce jeu. Alors certes, il n'y aura pas forcément les palpations, parce que dans le bus, tout le monde ne sera pas d'accord. Enfin, quoique. Mais bon, au final, ça donne d'autres modalités d'accès au jeu. Donc, il ne faut pas confondre l'amplification et le changement de modalité du jeu. Là, on n'a pas d'amplification par le numérique. C'est ce qui justifie tout à fait que vous l'ayez développé en jeu de société. Je trouve ça pertinent. Par contre, le proposer sous d'autres modalités peut être intéressant pour diversifier les publics. Absolument, vous avez tout à fait raison par rapport à ça. Alors, pour cette première partie, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a une deuxième partie, c'est ça? La deuxième partie, mais c'est pas moi qui vais la faire. La deuxième partie, c'est un autre étudiant de l'IFM Canissois qui a l'honneur de représenter Monsieur Choplin, qui malheureusement est indisponible aujourd'hui. Il s'excuse profondément pour pouvoir être là. C'est Monsieur Michel Thoman. Ok. Oui, donc effectivement, ça aurait été à Monsieur Arnaud Choplin, directeur de l'IFM Canissois, de vous faire cette présentation. Bon, bah voilà. Donc je vais essayer de le faire à sa place. On a appris hier qu'il ne pouvait pas être là aujourd'hui. Donc on va voir ce que ça donne. Alors c'est un regard sur le Serious Game Petra qui a été analysé donc, par Arnaud Choplin à partir des retours d'étudiants en kiné qui ont testé ce jeu. Donc quelques mots sur le jeu. C'est un Serious Game pour les étudiants en kinésithérapie, physiothérapie de différents pays européens. Et il a pour objectif l'entraînement des étudiants au raisonnement clinique, donc en massokinésithérapie, mais en gériatrie en particulier. C'est un jeu qui est disponible en ligne. Ça, c'est la page d'accueil du site. Et il y a deux options pour y jouer. Donc, soit vous êtes une école et vous pouvez créer un compte pour accéder au jeu. Certainement la version complète. Là, je ne sais pas si c'est payant ou non. Et Petra met à disposition 10 cas cliniques de démonstration. Donc, c'est des cas fictifs. C'est des patients virtuels, dans une version démo. Donc là, si ça vous amuse, vous pouvez aller tester ce jeu. Donc voilà, là, vous choisissez un des cas cliniques parmi les 10 possibles. Il y a des niveaux de difficulté variés, des types de cas cliniques variés. Le thème, c'est tout le temps la gériatrie pour l'instant. Donc vous en choisissez un, et le jeu se déroule de la manière suivante en 3 étapes. Il y a une première phase d'investigation où le joueur va avoir accès au dossier médical du patient, va avoir la possibilité de mener un interrogatoire du patient, de faire des multiples examens cliniques. Donc potentiellement, il peut faire vraiment plein de choses et acquérir une quantité d'informations assez énorme sur le patient. Et un des enjeux, c'est justement de trier cette information, de sélectionner l'information qui va être la plus pertinente pour après mener un diagnostic. Alors il peut faire plein de choses, mais il est limité par des points d'action. Voilà, donc il ne peut pas tout voir, il doit faire des choix. Il prend note les informations pertinentes dans un bloc-notes, et au moment du diagnostic, il peut plus repartir dans la phase d'investigation. Je gueule, ouais. Il peut plus repartir en arrière et acquérir de nouvelles informations. Avec ce qu'il a obtenu, il faut qu'il fasse un diagnostic du patient, puis il faut qu'il établisse et priorise des objectifs thérapeutiques de rééducation et de réadaptation du patient. Donc, et il y a un petit chrono qui suit le temps et qui incite à travailler assez vite tout en arrivant à ses fins, quoi. Donc voilà pour la présentation succincte du principe du jeu. Donc Arnaud Choplin, il a analysé le jeu en plusieurs étapes que je vais détailler. Donc une première étape, il a soumis ce jeu aux étudiants de l'IFM Canissois et il a attendu d'eux un avis mail. Et en préalable, il avait constitué un dispositif catégoriel et fait émerger des indicateurs en lien avec les catégories qu'il avait retenues. Donc ça, en gros, ça lui a permis de créer a priori une grille d'analyse des retours des étudiants. Donc il obtient les retours des étudiants
Et ensuite, il a fait une analyse fréquentielle et thématique des occurrences, donc quels indicateurs ressortaient dans les retours des étudiants et quels étaient les avis positifs ou négatifs des étudiants sur ce jeu. Il a fait une synthèse des analyses, donc il a obtenu des résultats et avec ça, il peut faire il y a des discussions et perspectives. Donc on va voir les étapes une à une. Donc la soumission du jeu aux étudiants de l'IFMK, elle s'est faite par mail la veille des vacances aux 173 étudiants de l'école. Donc voilà, je voulais vous soumettre un exercice de type détente pour les fêtes de la fin d'année. Première étape, je vous demande de bien vouloir utiliser sans restriction le lien ci-après. Il s'agit d'un serious game en physiothérapie, Petra. Je vous laisse naviguer, l'utiliser en fonction de vos désirs et de votre curiosité. Je souhaite que vous me fassiez parvenir par écrit et par retour mail votre sentiment, votre analyse, vos remarques, vos réactions sur l'intérêt de ce serious game en regard de l'apprentissage du métier de masseur kinésithérapeute. Donc voilà, il sollicite l'avis large des étudiants. Il y avait des éléments d'incitation. On va utiliser après les remarques écrites que les étudiants ont faites dans le cadre de recherche à l'école de kiné. Donc merci de bien vouloir me communiquer votre nom, votre promotion, de m'indiquer le temps d'utilisation du jeu, et puis une formule de politesse, quoi. Et pour tous les étudiants qui ont joué au jeu et qui ont fait un retour, il y avait cette relance systématique. Un grand merci pour cette analyse. Pensez-vous que ce serious game puisse vous permettre de vous approprier les données théoriques et pratiques nécessaires au traitement masso-kinésithérapique des patients dont vous aurez la charge? Donc voilà, c'est à partir de ces deux mails et des retours là qu'il obtient les retours des étudiants. En préalable, il avait développé sa grille d'analyse. Donc, d'après la littérature, il y a 5 domaines de compétences qui peuvent être attendus d'un serious game. Ça, c'est la publication de référence. Donc, un premier développement de compétences de cognition et du raisonnement. On peut attendre des serious games des compétences de développement de compétences sensitives et motrices, donc apprendre à faire quelque chose, par exemple en kinésithérapie des gestes métiers. Il doit être motivant, impliquer le joueur. Potentiellement, il peut développer des compétences sociales, de savoir-être. Il peut améliorer la conceptualisation du joueur. Donc ça, je pense il s'agit de la transférabilité d'une problématique à une autre un peu éloignée du serious game. Alors, Arnaud Choplin avait choisi de ne pas étudier cette catégorie en tant que telle, mais de l'intégrer dans la partie cognition, une sorte de méta-catégorie apprentissage, quoi. Donc voilà, il a les catégories. Il a décidé d'indicateurs pour analyser les retours des étudiants sur ces catégories. Donc les catégories, c'est l'apprentissage, la professionnalisation, la motivation, et des compétences de coopération et des compétences sociales. Alors, en ce qui concerne l'apprentissage, donc l'acquisition du raisonnement, la cognition, la conceptualisation, un premier indicateur qu'il a cherché à retrouver chez les étudiants, c'est la compréhension. Est-ce que le serious game va favoriser l'émergence de la compréhension, va améliorer l'appréhension de la complexité d'une situation? Donc, deuxième indicateur de pensée stratégique, est-ce que le serious game va être au service du raisonnement clinique, de résolution de problèmes ou d'auto-évaluation? Troisième indicateur de gestion et de planification, est-ce que le serious game va permettre une meilleure anticipation d'un traitement en massokinésithérapie? Et de mémoire, un indicateur de mémoire, est-ce que le serious game va montrer des astuces ou des trucs pour faciliter le processus de mémorisation des savoirs? Donc ça, c'est ces indicateurs pour la catégorie apprentissage, et il va chercher à voir dans les retours des étudiants si on retrouve tel ou tel élément qui correspond à ces différents indicateurs, et si c'est des retours positifs ou négatifs des étudiants. Pour la catégorie professionnalisation, compétences sensitives et motrices, des indicateurs de coordination œil-main ou main-théorie. Donc l'idée, c'est est-ce que le serious game va aider la professionnalisation du futur MK via l'appropriation des gestes métiers? Il y a une notion de double tâche où le kinésithérapeute doit à la fois pratiquer des gestes thérapeutiques et être capable d'en expliquer la théorie aux patients ou à d'autres praticiens. Est-ce que indicateur de temps de réaction, est-ce que le serious game permet de diminuer la réflexion, le doute avant la décision thérapeutique? Est-ce qu'il permet l'émergence d'actions rapides et adaptées? En ce qui concerne la catégorie motivation et gestion des émotions, est-ce que le serious game permet d'anticiper et de gérer des périodes déstabilisantes, de contrôler le stress?
L'implication, est-ce qu'il permet de reconnaître une grande implication après l'utilisation, donc, et sur le fond et la forme et l'aspect ludique du serious game, qualité de retour des étudiants. Et dernière catégorie, la coopération et les interactions sociales. Est-ce que le serious game favorise, incite à l'aide mutuelle? Est-ce qu'il favorise une attitude adaptée avec un autre joueur en difficulté? Est-ce qu'il initie un esprit de compétition tout en maintenant un fair play et de bonnes valeurs morales? Et est-ce qu'il permet des échanges sans aucune restriction? Donc voilà, ça c'est la grille d'analyse en place pour étudier les retours des étudiants. Donc en ce qui concerne maintenant les données auxquelles a eu accès Arnaud Choplin, sur les 173 étudiants sollicités, seulement 12 ont répondu, donc ça c'est un taux de participation de 7%. C'est à la fois peu et on peut quand même dire des choses de cet effectif-là. Donc dans la composition des participants, 8 étudiants en première année, 2 étudiants en deuxième année et 2 étudiants en troisième année, qui ont utilisé le serious game en moyenne 33 minutes avec un écart type de 10 minutes. Une petite explication sur le taux de participation, il y avait un délai de réponse court qui était attendu d'Arnaud Choplin, et par ailleurs il n'était pas explicite, de 2 à 3 semaines, après quoi il faisait l'analyse. Pour nous, les étudiants, c'était une période certes de démarrage de congé, mais surtout une période de révision des examens de kiné et de médecine. La réponse attendue par mail peut aussi être un frein un peu à la participation, ça augmente les difficultés de participation. Par contre, l'avantage pour le chercheur, c'est que ça augmente... les étudiants qui vont répondre auront structuré leur pensée, maturé leur pensée, donc c'est aussi intéressant. Et voilà, c'était pour les étudiants quand même une implication sur une tâche non obligatoire et pas forcément rentable à ce moment-là. Donc ça, c'est une figure des données brutes, en fait, c'est le nombre d'occurrences par promo et par catégorie qui a été obtenu. Donc ce qu'il faut voir, je pense, sur cette figure, c'est que la plupart des occurrences des étudiants concernent la catégorie de l'apprentissage, donc ils ont commenté sur l'apprentissage. Et il y avait des occurrences positives ou négatives dans ce cas-là. Et beaucoup moins, ils ont commenté sur des aspects qui relèvent de la professionnalisation, de la motivation ou des coopérations. Et quand ils ont commenté là-dessus, par contre, c'était plutôt positif. Donc là, c'est une même figure que tout à l'heure, mais un peu simplifiée. Je vous propose de regarder spécifiquement la catégorie de l'apprentissage. Donc il y a eu 21 retours, 21 occurrences qui concernaient l'apprentissage et qui étaient vues comme positives de la part des étudiants. Donc l'étudiant trouvait que tel aspect du jeu favorisait tel aspect de l'apprentissage. Par contre, 26 occurrences négatives. Donc ne permet pas tel ou tel processus d'apprentissage. Alors là, c'est un détail des résultats en regard de l'apprentissage avec par promotion, donc par année d'études de l'étudiant. Il y a quelque chose qui se passe ici. Donc c'est que les étudiants de première année ont plutôt eu des retours négatifs vis-à-vis du jeu, de type le jeu ne m'aide pas à apprendre. Alors quand les étudiants de deuxième année, c'était plus équitable. Et en troisième année, plus de réponses positives que de négatives. Après, il y avait moins de répondants en deuxième et troisième année, donc ça c'est des résultats quand même préliminaires. Donc ça permet quand même de discuter l'objectif précepte du jeu. Est-ce qu'il permet l'apprentissage au raisonnement clinique en gériatrie? D'après les dires des étudiants, la réponse semble être non, en tout cas pour les premières années. C'est-à-dire qu'il faut des connaissances préalables pour pouvoir jouer à ce jeu, quoi. Par contre, est-ce qu'il permet l'entraînement des étudiants au raisonnement clinique en gériatrie? Là, la réponse semble être oui, à partir d'une certaine année d'études et à un certain background de connaissances déjà. Donc là, il y a quelques extraits de ce qui a été dit par les étudiants et là qui concerne les points négatifs en regard de l'apprentissage. Donc quelqu'un qui dit avec une plateforme adaptée à notre niveau d'études, l'apprentissage serait plus ludique et bénéficiaire. Donc là, et bénéfique. Donc là, la personne reconnaît un peu un décalage entre ses connaissances et ce qui est exigé par le jeu pour pouvoir y jouer. Une autre remarque, pour moi le véritable souci c'est qu'on ne voit pas où on s'est trompé, donc difficile de s'améliorer, on ne peut pas revenir en arrière. Ça c'est des remarques qui ont été faites par plusieurs étudiants sur ce jeu, qui émanaient plutôt d'étudiants de première année. Je pense vraiment que si après chaque étape il y avait une correction, on pourrait mieux apprendre de nos erreurs. Il serait intéressant d'avoir un bilan du jeu permettant ainsi de nous évaluer, de voir nos erreurs et de confirmer le diagnostic. Donc cette idée qu'il y a un peu un manque de retour
sur ce qu'on fait dans le jeu. Quelqu'un d'autre qui estime qu'elle n'a pas assez d'expérience et de ressources pour tout comprendre. Donc voilà. Alors il y avait bien sûr... et quelqu'un d'autre, je ne pense pas que ce Serious Game puisse tout nous apprendre. Les données théoriques doivent continuer d'être enseignées en classe, car les questions et l'interaction avec les professeurs sont primordiales pour l'enseignement. Donc là, il y a 2 occurrences négatives, une qui concerne plutôt l'apprentissage et une autre plutôt les interactions, quoi. Après, il y avait des occurrences positives, bien sûr, en regard de l'apprentissage, qui émanent plutôt des étudiants en deuxième année ou en troisième année. Donc le Serious Game est intéressant pour des mises en situation, donc plutôt des mises en pratique de nos connaissances acquises précédemment grâce aux cours et stages. Ça ramène un peu à ce que disaient aussi les étudiants de première année sur les manques de connaissances. J'ai trouvé que ce jeu peut permettre de nous aider à progresser dans le raisonnement clinique, et je pense qu'avec un peu plus de connaissances, il peut vraiment permettre de s'entraîner. Et un dernier commentaire, vu positivement par un étudiant en première année, nous permettre de prendre une décision, et ce jeu permet de prendre une décision, et c'est ce qui manque. Donc la personne rajoute, nous avons encore la manie du lycéen ou du P1 qui veut tout apprendre et qui n'arrive pas à sélectionner le plus important. Donc là, la personne reconnaît l'intérêt dans le jeu de devoir sélectionner, trier l'information pertinente pour la suite. Donc voilà, merci pour votre attention, j'espère que j'étais à peu près clair. Excellent. Ça me donne envie de jouer à Petra. Ah bah, je vous conseille. C'est-à-dire, tu as joué ? Un peu. Moi, je suis pas de ceux qui ont répondu à Arnaud Choplin sur le... Moi, mon opinion, c'est que effectivement, moi, je suis en première année de kiné, c'était pas possible de défiler dans les menus. Non, c'était trop compliqué. J'ai essayé d'arriver au bout du jeu pour avoir une sorte de correction, et j'ai même pas réussi à arriver au bout du jeu, à obtenir la correction. Après, voilà. C'est assez intéressant de constater que Petra, c'est un consortium européen, et que quelque part, il est fabriqué par des enseignants-chercheurs, en fait, c'est dans une communauté de ce type-là, et qu'il n'y ait pas eu, entre guillemets, d'analyse préalable du niveau requis du précours, c'est-à-dire qu'en clinique, c'est un peu comme le médicament, hein, il y a des effets secondaires, il y a des interactions, et puis il y a un mode d'emploi. Et je crois que quelque part, alors ça n'a pas été dit tout à l'heure par Jérôme de cette façon-là, mais c'est vrai qu'on est en droit de penser finalement que si on est sur, non pas une prothèse, mais en tout cas quelque chose qui nous permet de suppléer, ou d'aider, ou de refixer, de remédier, bien derrière, on n'utilise pas tout, n'importe quand, n'importe comment. Ça, je crois que c'est aussi important. On parlait du guide au centre du process pédagogique. Vous êtes tous fatigués, moi premier, je dois vous avouer que Elina, ça t'interpelle pas, ça? Bah oui, beaucoup, parce que moi, ce que je vois après cette journée, après tous les serious games, etc., c'est que les meilleurs serious games sont ceux qui sont faits par les usagers. Ça, c'est... On verra demain matin. Alors, demain matin, c'est important. C'est des gens qui n'ont aucune compétence sur tout ce qui est gameplay, technique de jeu. Enfin, ils ne sont pas formés pour, c'est ça que je veux dire. Et au final, ils tapent quand même dans le mille sur ce dont ils ont besoin. oui. Souvent, j'ai l'impression que les serious games proposés ne répondent pas à un objectif pédagogique précis. Et donc, du coup, effectivement, comme ils ne sont pas précisés, comme ils ne sont pas ciblés, on est parfois à côté de la plaque. En tout cas, il faut avoir beaucoup de bol pour venir répondre aux attentes et à la cible, en fait, qui n'est pas précise. C'est pas inscrit dans un projet. Et c'est pour ça, voilà, exactement. Exactement. Et ce qui serait bien, peut-être, c'est qu'on puisse décliner les choses. Mais ce qui est important aussi, c'est que là, on identifie à la fois la logique dans laquelle on souhaite amener l'apprenti et l'objet de cette logique. Et il faut qu'on dissocie les choses, c'est-à-dire c'est le discours d'introduction de Mélina l'année dernière au Guématon. Et ça, je crois que, alors, pour ceux qui étaient présents, et pour nous aussi, on a bien retenu, et ludifier un cours, c'est pas faire que ce cours soit un serious game au sens de l'objet, entre
tel, c'est simplement le fait que dans le process, on va, pour répondre à peut-être des objectifs tout bêtes, alors peut-être pas forcément mesurables directement, mesurables peut-être à plus long terme, de voir comment un concept peut-être au travers d'un jeu remédier. C'est vraiment ça qui est important, c'est la notion de remédiation. Il y a un autre mot qu'on n'utilise pas trop dans l'univers du jeu, dans celui du service encore moins parce que